Papa, pour l'élection ah papa pour la élection concernée bisoté. Élection ça pour la bateau na balia ka bambongo na bango kuna. Na yebi makambo élection té. Une élection n'est qu'un choix qu'on exprime par l'intermédiaire d'un vote. Na on voter pe musique parce que voter mingi to moni eloko. On a biso tane to souffrir. Bata gomene ba voter biso to voter ti. On réforme ezani. Papa pour la réforme là pour la biso za bien ti. Là ça fait 3 ans on a 6 ans ya bantique mais za ka likola moto réforme. L'accès à l'information publique sur les réformes électorales nous concerne. Merci de nous rejoindre sous les antennes de Justicia Télévision pour suivre ce magazine Information électorale pour tous, une production de Justicia Télévision en vue de permettre au public de comprendre et de cerner les grandes questions électorales, de comprendre les grandes étapes du processus électoral en République démocratique du Congo. Et pour ces nouveaux numéros, nous recevons sur ces plateaux Maître Jonas Ngalamouloumé, bonjour ou bonsoir Maître. Bonjour et bonsoir, merci. Bien, meilleurs vœux, bonne année merci, 2022. Pareillement, merci pareillement. Merci beaucoup. Et donc Maître, on parle de plus en plus, et au sein de l'opinion, on évoque de plus en plus cette question, on avance une date 2023 pour la tenue des élections. Mais lorsqu'on entend les gens parler, on ne sent pas un véritable débat sur cette question des élections. Qu'est-ce qui peut expliquer que les gens soient aussi superficiels? Et lorsqu'ils parlent de 2023, ils voient l'élection et tout à l'heure avant donc, cette émission, on disait leur fixation c'est sur la présidente de la République alors qu'il y a tout un préalable. Il y a un parcours à faire pour arriver justement aux élections. Qu'est-ce qui explique cette sorte de désintéressement? D'abord, vous avez évoqué 2 points fondamentaux. Non seulement le désintéressement, mais la préhension superficielle de la question. Je pense que la question de l'élection, c'est une question vitale, liée même à l'existence d'un État. Parce que c'est celle qui permet la respiration démocratique, qui permet d'assurer le déroulement des entrants et des sortants. Alors, lorsque cette question est bien maîtrisée, ça assure ce que je peux appeler une sorte de courroie de transmission qui va consolider la vie démocratique. Alors, les raisons sont simples. Elles sont de 2 ordres. Le premier ordre, c'est le manque d'une connaissance parfaite du fait de l'absence quasi totale d'une vulgarisation des élections, la vie électorale au Congo. Le deuxième ordre, c'est du fait d'un intérêt politique axé sur le poste emblématique. Or, la force du sommet, c'est la base. Si on n'a pas une base solide et confort, dans un confort, ce que je voulais dire, c'est que nous aurons pratiquement le sommet fragile. Vous voyez qu'aujourd'hui, la vie politique du pays, tout gravite autour et pour le compte pratiquement du chef de l'État, le président de la République. Et ça ne pouvait pas être ainsi. Dans des vieilles démocraties, lorsqu'on regarde aux États-Unis, on regarde même en France, vous avez une sorte de charnière entre la vie parlementaire et la vie présidentielle. Il y a certains présidents qui entrent à cheval entre 2 vies parlementaires selon les cycles organisés. Donc, ça a été dû du fait que les peuples français ou américains ou ceux de la vieille démocratie ont été à fond enseignés. Mais aussi, il y a une raison que je n'entendais pas évoquer, mais je préfère l'évoquer. C'est aussi parce que le fond du parler électoral au Congo est généralement orienté par la volonté ou la vie des politiques axés sur des orientations ethnico-tribales. Alors, si nous arrivons à répondre ou à orienter la réparation dirigée vers ces 3 axes, nous aurons pratiquement une consolidation sans pareil
de la connaissance de la vie politique et électorale dans notre pays. Maître Jonas Ngalamouloumé, analyste sur ces plateaux de Justicia. Alors, lorsque vous dites, parmi les raisons évoquées tout à l'heure, l'absence de vulgarisation, il y a des textes qui sont effectivement élaborés, qui sont votés au Parlement, Assemblée nationale, Sénat. Par exemple, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. On a vu, effectivement, les animateurs ont été désignés à la suite, justement, de la promulgation de cette loi. Mais à qui incombe cette responsabilité de vulgarisation, justement, de ces textes ou, disons mieux, de cette thématique élection? Déjà, la première responsabilité incombe à l'État lui-même. Il appartient à l'État de s'assurer que ses membres ont une connaissance parfaite. Après cela, il y a des structures associatives. Vous savez, l'expérience que j'ai au Congo, trop peu sont des associations qui s'orientent dans un domaine de spécialisation. Au Congo, tous veulent être généralistes. Or, la spécialisation facilite l'appréhension de certains concepts et facilite même la vie. Voilà pourquoi moi j'ai toujours pensé, par exemple, vous avez parlé de la nomination des membres de la CENI, le bureau ainsi que la plénière, mais lorsque vous confrontez avec les scrutins antérieurs, vous verrez qu'à chaque scrutin, il y a pratiquement une révision de la loi électorale. À chaque scrutin, il y a une adaptation. Les faits ont toujours précédé les droits et les droits viennent s'adapter aux faits pour le réglementer. C'est ça la première difficulté. Mais aussi, l'on devrait éviter de concevoir des lois taillées sur mesure. L'on devrait aller dans un sens de lois basées sur des faits impersonnels. Le principe impersonnel. On s'est dit par exemple que oui, la Constitution fixe un certain nombre de mandats, que l'on se mette dans la tête, quels que soient les cas extrêmes, X personnes, parlons de celui qui est en fonction, par exemple Tshisekedi, il fera 2 mandats constitutionnels. Mais lorsque l'on voudrait modifier une loi électorale dans ses phases de base, on ne va pas les tailler sur la tête de Tshisekedi. Parce qu'après Tshisekedi, la vie continue. Nous avions Kabila, on a Tshisekedi. C'est-à-dire que nous devrions avoir des lois impersonnelles. Des lois impersonnelles qui ne peuvent pas être taillées sur la tête de XY. Demain, vous pouvez devenir président de la République. Je peux le devenir, n'importe qui peut le devenir. Je ne vois pas en France, chaque scrutin, les parlementaires se mettent pratiquement à réviser leurs lois. Donc l'exhortation serait orientée dans ce sens-là, que les gens cultivent cette notion de fonder des orientations impersonnelles, ça va faciliter beaucoup de choses. Maître Jonas Ngalamouloumé, quelles sont les lois qui peuvent être essentielles pour l'organisation des élections? Parce que vous dites qu'il ne faut pas à chaque fois adapter des lois en fonction des besoins des politiques, mais il y a quand même il y a quand même un arsenal juridique. Bien sûr. Qui est lié à l'organisation des élections. Bien sûr. Ouais, est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport à ça? Déjà, à la base, c'est la loi qui porte organisation et fonctionnement de la CENI. Nous devons déjà savoir comment la CENI est composée, comment elle fonctionne, quel est le commencement et la fin de ses compétences. Qu'est-ce qui lui est reconnu en termes d'exception et du principe général d'exercice dans sa vie. Après cela, nous devons entrer maintenant dans la deuxième phase que moi j'estime impérative, c'est normalement la loi sur la répartition des sièges, qui est tributaire du recensement préalable des électeurs. Parce que chaque jour qui passe, il y a une vie. Il y a ceux qui meurent, il y a ceux qui naissent, il y a ceux qui étaient mineurs, qui deviennent majeurs, qui ont besoin d'une sorte de mise à jour. Ça, c'est une loi qui ne sera jamais rigide. C'est la loi sur la répartition des sièges, c'est la loi qui sera à chaque moment réviser le fichier électoral. Exactement, pour permettre. Et quand il y a cette loi sur la répartition des sièges, il y a, à mon sens, la loi qui détermine l'implantation des centres de vote. Vous voyez, parce que lorsqu'on en a le seuil, ou carrément lorsqu'on a un corps électoral constitué, ça permet de déterminer le siège, ça permet d'implanter la cartographie électorale.
Alors, lorsque l'on a cette cartographie, l'on doit maintenant entrer même dans la phase de la sécurisation d'organisation des élections. Ça doit être une loi spécifique. Moi, je ne suis pas généralement d'accord lorsque l'on renvoie la sécurisation des élections à des lois générales. Parce que la loi générale réglemente la vie au quotidien. Mais la loi spécifique répond aux besoins spécifiques du domaine et du secteur. Alors, si l'on répond à ces principes de base, on aura moins de problèmes. Il y a aussi la loi sur la représentativité, l'organisation de témoins, l'organisation de la représentation de l'opposition. Il m'est arrivé dans des scrutins passés d'être témoin de certains candidats. Il n'y avait pas une protection juridique pour les témoins, ni quant à la constitution des éléments de preuve. Alors que ce sont des acteurs importants dans le processus. Exactement, ouais. Exactement. Lors des opérations électorales. Les témoins sont majeurs. Ce sont même les témoins, même les observateurs qui assurent la crédibilité du scrutin. Alors, vous voyez un peu ces gens-là vont comme ça de fait. Ils sont reconnus, mais difficilement organisés. On devrait les organiser, assurer leur sécurisation, mais aussi reconnaître certaines compétences en la réclamation des éléments de preuve. Lorsque l'on sait que dans telle contrée, par exemple, nous avons 10 candidats constitués, mais quand la CENI envoie le bulletin de vote, les PV pour certifier ces élections, elle devrait en retour mettre aussi en condition d'avoir au moins 10 PV à rétribuer aux témoins. Mais là, dans l'expérience passée, je ne vais pas citer les noms parce que c'est déjà passé, on va vous dire donc nous donnons le PV aux partis phares. Mais qu'est-ce qui rassure que ces partis phares-là sont ceux qui ont été consommés par la base? Voilà. Parce que le vote est secret. Tout à fait. Rien ne rassure que votre nom est forcément accepté. Mais il y a des indépendants. Ouais. Il y a des personnes que je vis qui ont été élus en tant qu'indépendants. Mais la protection de leurs droits en tant qu'éligibles passe aussi par la législation qui réglemente et organise les secteurs de témoins. Là, c'est pratiquement un domaine quasi vide. Je ne dis pas que c'est vide, mais c'est quasi vide. Parce que la loi électorale a prévu qu'ils soient des témoins, mais la préservation de leurs intérêts n'y est pas. Alors, dès que nous entamons cette phase-là, il y a aussi, normalement, on devrait limiter la phase du recours. Vous voyez, les délais réglementaires définis par la loi électorale, ainsi que par la Constitution, par exemple, pour le recours, je prends l'exemple du scrutin législatif, il est limité dans les temps. Voilà. Mais l'expérience de notre pays démontre quoi? On peut aller jusqu'à 6 mois. Après avoir promulgué les résultats provisoires, après que les gens aient siégé, aient posé des actes, en tant que parlementaire, 6 mois après, on les invalide parce qu'il y a eu un arrêt définitif. Voilà. Quelle est là alors la validité juridique d'un acte posé par quelqu'un qui n'avait pas qualité? C'est cela le problème. Donc il faut essayer de réorganiser tout ça, de mettre de l'ordre. Parce que là, ce que vous évoquez, c'est un problème sérieux, effectivement. On se retrouve avec des députés, bon, entre guillemets, parce leur mandat est validé, ils siègent, ils posent des actes, mais quelques mois après, ils se retrouvent dehors, ils sont invalidés. Là, c'est un problème. Je vais même plus loin. Ouais. Il n'y a pas que cela en termes de délai. Même cette pratique d'erreur matérielle. Qu'est-ce que l'on entend par erreur matérielle en matière électorale? L'erreur matérielle, c'est l'erreur qui porte sur l'identité de la personne. Mais l'erreur matérielle n'est pas une erreur qui a pour effet changer les résultats du scrutin. Okay. Ici, par exemple, je m'appelle Jonas Ngalamouloumé, mais on dit par exemple Jonas Ngaloula. Voilà. C'est une erreur matérielle. C'est une erreur matérielle. Ouais. On regarde dans ce coin où Jonas Ngalamouloumé était censé être élu, il n'y a pas un autre Jonas Ngaloula. Voilà. En ce moment-là, Jonas Ngalamouloumé peut initier un recours pour la correction de l'erreur matérielle. Voilà. C'est ça qu'on appelle. Mais lorsque Jonas Ngalamouloumé avait été proclamé perdant, mais il introduit, soi-disant, après qu'on ait vidé la phase du recours consacré dans les processus électoraux, on vient par un soi-disant recours pour erreur matérielle,
on invalide X qui était élu au profit de Jonas Ngala Mouloumé. Ça, c'est pratiquement ce que moi j'appelle fraude à la loi. Donc, on devrait éviter la fraude à la loi, mais organiser, limiter dans les temps et empêcher, et limiter aussi l'essence même des recours en rapport avec la correction des erreurs matérielles, parce que les arrêts de la haute cour ne sont pas susceptibles de recours. Voilà. Maître Jonas Ngala Mouloumé, vous évoquez des questions qui sont importantes en rapport avec les élections, le processus électoral. On disait tout à l'heure de la question de la vulgarisation. La population, en principe, devrait être informée parce que, effectivement, la question des élections les intéresse. Parce que les citoyens d'un pays, surtout ceux qui sont en âge de voter, ont intérêt à maîtriser toutes ces péripéties pour savoir où mettre le pied et comment opérer le choix. Les médias font quand même leur travail. Ils ont la mission, effectivement, d'informer la population. Mais très généralement aussi, il y a des obstacles au niveau d'accès aux sources d'information, Maître Jonas. Oui, vous savez, moi, j'ai toujours encouragé, je vous félicite et félicite même Justicia TV, parce que vous êtes un de rares médias qui refuse la généralité, mais qui se focalise dans les domaines des spécialités. C'est ça qui fait l'exception dans la vie. Vous savez, la vulgarisation, normalement, elle doit être permanente et continue. Parce que la vie politique ne s'arrête pas, ou la vie sociale ne s'arrête pas. Nous l'avons évoqué précédemment. Celui qui hier n'avait pas droit d'accès en tant qu'électeur ou éligible dans le processus du fait de sa minorité, ça dit qu'il n'avait rien en termes de données sur la vie électorale. Mais du moment qu'il devient majeur, qu'il doit poser ses premiers actes en tant que soit électeur ou éligible, il doit être mis en condition de devoir accéder aux éléments, aux instruments d'abord juridiques existants, aux jurisprudences existantes, ainsi qu'aux us et coutumes qui consolident ce qui peut lui servir de repère. Mais là, pratiquement, c'est des gens qui ont voté les sociétés. Voilà. Il n'y a plus d'intérêt. D'ailleurs, mon père a perdu ou que l'aide j'ai fait, on a voté les sociétés dans beaucoup, Banomara battu des gens. Ouais, on a voté qui m'a monté, Abima qui a monté, attends, voté, monté, on a voté. Voilà. Ça, c'est la méconnaissance du système électoral existant. Le politique est appelé à donner le bon exemple, mais aussi vous qui êtes de Justicia TV, qui êtes spécialisé dans ces domaines avec votre magazine, vous devrez à mon sens même recourir à certains partenaires qui doivent vous apporter une main forte pour maintenir pareille sensibilisation parce qu'il y va de l'intérêt de toute une nation. Généralement, les élections, si elles ne sont pas bien gérées, s'il n'y a pas une connaissance parfaite, il peut y avoir des troubles, mais la paix, l'ordre public, la stabilité d'une nation passe aussi par les enseignements qui sont vulgarisés dans le cadre de pareilles émissions. Oui, merci justement, Maître. Je parlais des obstacles pour accéder à ces sources d'information. Les obstacles, généralement, sont motivés par l'esprit de la fraude. Vous voyez? Parce que nous devons comprendre par où commence la fiabilité de l'information électorale. La fiabilité de l'information électorale commence par l'arsenal juridique existant. Deuxièmement, ça passe par la facilité d'accès de vue du déroulement du scrutin. Et en troisième phase, ça passe par la facilitation de l'obtention de preuves pouvant démontrer et certifier comment les scrutins ont été organisés. Du moment qu'on ne remplit pas ces trois conditions-là, on est dans une volonté politique axée sur la fraude et l'on va empêcher, si on vous empêche de passer par ces trois phases, c'est que la volonté politique n'y est pas. Et ici, c'est le politique qui doit axer à la facilitation, mais aussi en tant qu'acteurs sociaux. Nous n'allons pas nous contenter de la volonté politique, mais il faut marteler, taper le poing sur la table. Plus le peuple est informé, plus la base est enseignée, la réclamation devient nationale et face à la réclamation nationale, aucun obstacle ne peut résister. Il y a aussi cette responsabilité des parties prenantes aux élections. Je parle ici de la CENI. Tout à fait. L'organe chargé d'organiser justement ces scrutins. Je parle des partis politiques. Je parle du Parlement.
qui votent de loi. Est-ce que de temps en temps, au niveau des partis politiques, est-ce qu'il y a des programmes d'éducation civique, des programmes de formation de leurs membres justement à ces questions qui sont importantes? Je parle aussi du rôle de la société civile, appelée elle aussi à effectivement sensibiliser la population sur ces questions. Je crois que les responsabilités sont quand même partagées, maître. Oui, je suis d'avis avec vous. Les responsabilités sont partagées, mais ils n'ont pas le même degré. Voilà. Donc, vous voyez, l'explication de la fiabilité que je venais de donner en 3 phases, normalement, ça incombe à la CENI, qui est le pouvoir organisateur. C'est lui qui doit s'assurer à tout ça. Mais les parties prenantes qui ont leur intérêt engagé, comme par exemple les partis politiques, ils devraient, en principe, nous devrions voir les écoles de partis politiques implantées pour l'éducation civique. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Que ce soit ceux qui ont été hier dans telle position ou telle autre position comme aujourd'hui, c'est généralement ce qu'ils appellent les matinées politiques. Voilà. Mais quand vous allez dans ces matinées politiques, on parle de tout, sauf de comment une élection crédible peut être organisée. On vante ses candidats, ses mérites et ses faits, mais on ne vante jamais de comment on peut réaliser ou surveiller une élection pour une fiabilité accentuée. La société civile, moi j'ai toujours pensé que la société civile, elle est une sorte de matelas, un amortisseur de choc pour favoriser une stabilité de la vie sociale, politique et économique d'une nation. La société civile devrait aussi s'approprier certaines questions. Mais la question que je me suis toujours posée au Congo, est-ce que nous avons, ceux qui s'affichent réellement en société civile, est-ce qu'ils sont réellement en société civile? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une société civile à tendance X, société civile à tendance Y. Voilà. Or, la société civile, par essence, c'est un positionnement neutre. On n'appartient à personne, on n'est qu'aux côtés de la loi et de la vérité. On vulgarise la vérité, on favorise l'accès à l'information et on anticipe pour garantir l'assise stable, dans le cas d'espèce, de l'élection. Parce que, comme on l'a dit, l'élection, c'est une question vitale, c'est-à-dire que c'est une question transversale. Lorsqu'on organise l'élection, il y a la question sécuritaire, la question économique, la question démographique, la question environnementale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir que la société civile reste sur son laurier sans pouvoir s'approprier de cette question-là. Elle devrait l'être et aussi favoriser cette communication transversale pour un bon résultat. Maître, nous sommes petit à petit en train de chuter dans cette émission. Alors, on parlait tout à l'heure de l'élection présidentielle qui retient l'attention de tout le monde, alors que vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a aussi d'autres élections qui, depuis que le cycle électoral a démarré en 2006, ces élections ne sont pas organisées. Voilà. Vous savez, je l'ai dit, tout le monde se focalise à l'élection présidentielle. Trop peu, législative, nationale, provinciale, sénatoriale, ainsi que de gouverneurs. Encore, je ne dirais même pas peu, il n'y a même pas d'intérêt qui est manifesté sur le scrutin en rapport avec l'élection municipale et locale. Pourtant, lorsqu'on a ces 4 phases phares des scrutins, s'ils sont organisés, nous avons une démocratie consolidée, un développement assuré. Regardez l'expérience de notre pays. On organise les scrutins combinés. On a un président de la République, on a les députés qui sont élus par le scrutin législatif. Plus tard, nous avons les gouverneurs et les sénateurs qui sont élus, les provinciaux qui sont également élus. Mais quelle est l'essence de redevabilité qu'ont ceux qui occupent les entités territoriales décentralisées? Parce que normalement, la loi dit qu'il faut qu'ils soient élus. La non-élection de ces personnes, c'est en réalité une violation à la Constitution. Parce que notre Constitution prévoit cela. Donc on est parti des violations en violation. C'est-à-dire que nous sommes partis des violations en violation et personne n'en parle. Voilà. Vous imaginez si
il y a un administrateur du territoire, par exemple, ou un bourgmestre qui sait que je dois être élu. Son centre de rédévabilité, ce sera vis-à-vis du peuple. Tout à fait. Aujourd'hui... Des son électorats. Des son électorats, mais aujourd'hui, que disent les autres, c'est qu'ils dépendent de ceux qui les nomment. Voilà. Quand on les nomme, tout ce qu'il a, il s'en fout de la population, il s'en fout de la base, il ne va faire que ce que celui qui les nomme. C'est la main qui commande, qui donne, qui dirige. Ouais. C'est comme ça que ça se fait. Donc l'intérêt dans un pareil cas est de pousser. Moi, je crois qu'on devrait même penser à inverser la donne. Parce que l'élection présidentielle, c'est généralement une élection emblématique. D'ailleurs, l'étendue, le ressort de l'élection, c'est national. Il n'y a même pas assez de complications du seuil et tralala. On devrait commencer par les élections les plus complexes pour finir par l'élection emblématique. Parce que si on va dans l'élection les plus complexes, on a une fondation solide. Ces gens ont des droits et des obligations vis-à-vis de la base et ils peuvent maintenant transmettre les besoins réels, éveiller même à leur application et à leur satisfaction. Mais quand il n'y a pas une contrainte morale ni légale, c'est foutu. Maître, bon, je vais poser une question peut-être qui peut paraître, enfin je dirais, pas opportune, mais je la pose quand même. Est-ce qu'il nous faut vraiment, je dis n'importe quoi, des élections pour développer ou faire avancer ces pays? Oui, je suis très rigide dans ma réponse. Nous avons effectivement besoin d'élections pour développer ce pays. Nous sommes un pays mosaïque, à diversité culturelle. Lorsqu'il y a quelqu'un qui sait que je suis là et je dois rendre compte, il veille au respect de la loi, l'état des droits s'installe. Lorsque nous avons l'état des droits qui s'installe, c'est la justice véritable qui s'installe. Et quand la justice véritable s'installe, la justice élève une nation. Et quand la justice élève une nation, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de vol. Et quand il n'y a pas de vol, ni détournement, c'est que tout sortie de fonds est destiné à un objectif. Et quand cet objectif est réalisé, je vais vous le démontrer par exemple. Ouais. Lorsqu'on sort un fonds, on dit par exemple qu'on va réparer l'avenue Willery. Si réellement ce fonds est destiné à la réparation de l'avenue Willery, qu'il n'y a plus de nids de poules et tout ça, on n'a pas de problème avec des amortisseurs de véhicules. Ouais. Et quand vous demandez à ce que quelqu'un paye la vignette, il la paye sans contrainte. Sans contrainte et sans hésiter. Sans hésiter. Et quand il paye sa vignette, c'est qu'il y a des ressources. Les agents de DGRK sont payés. Ils ont des familles. Et quand il y a un mouvement circulatoire de finances à la base comme au sommet, les gens sont mis à l'abri des besoins. Et quand les gens sont mis à l'abri des besoins, il y a des chantiers, il y a ceci, là, il y a l'éducation qui est consolidée et le développement part de là. Ok. Maître, on va chuter. C'est la dernière question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'information électorale auprès du public? Ce qu'il faut faire pour améliorer l'information électorale auprès du public, c'est ceci. Il faut s'assurer d'une bonne vulgarisation. Il faudrait que cette vulgarisation ne soit pas à sens unique. C'est-à-dire que celui qui suit vous suive. Mais l'on devrait faire en sorte qu'on intègre toutes les souches, toutes les couches de la population qui compose notre pays par des ateliers, des formations, mais aussi par des sensibilisations de rue à rue pour susciter l'intérêt. Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir, chacun en ce qui les concerne, de mettre en jeu les mécanismes pour susciter l'intérêt à la question électorale. Si on fait cela, je crois que la question sera résolue. Merci beaucoup. Vulgarisation et impliquer toutes les couches de la population. Voilà, ce sont les dernières paroles en guise de conclusion de Maître Jonas Ngala Mouloumé. Merci d'avoir accepté cette invitation de Justicia à travers cette émission Information électorale pour tous. Merci à vous, Maître Jonas Ngala Mouloumé. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce magazine. La prochaine émission dans votre chaîne. Bonne suite de programmes sur Justicia TV.
Papa, pour na élection ezani. Ah papa pour nga élection concerne biso te. Élection za pour na bato wana balia ka bambongo na bango kuna. Na yebi makambo élection te. Une élection n'est qu'un choix qu'on exprime par l'intermédiaire d'un vote. Na on vote pe mutu te parce que vote mingi to moni eloko. Bona biso tande to souffrir. Bata gomene ba voter biso to voter te. Pour na réforme ezani. Papa pour la réforme là pour la biso za bien te. Là ça fait 3 ans on a 6 ans ya bantique mais azalaka likola moto réforme et ko chande toi chômage to ko silisa. L'accès à l'information publique sur les réformes électorales